Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Mais alors, c'est totalement incompréhensible. C'est du petit Miller. Pas très très loin, il me semble qu'il avait été publié dans les pages de Titan. Je voudrais pas dire de bêtises. Un bon dessinateur n'est pas forcément un bon scénariste. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Critiques d'Oupienne. Les Critiques d'Oupienne, donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est votre rendez-vous comics tous les mardis à 18h. Doup, c'est-à-dire moi, Cédric, eh bien, je vais vous présenter 3 comics, 4 comics, en fonction de ce que j'avais envie de vous faire découvrir, de mes lectures de la semaine, de mes autres lectures. Voilà, ça peut être de la VO, de la VF, ça peut être des choses qui datent d'il y a très longtemps, des choses très récentes. Donc voilà, moi je vous donne juste mon avis, et puis je vous remercie encore une fois d'être à l'écoute de ces critiques d'Oupienne et de partager avec moi votre passion des comics. On va attaquer tout de suite, et alors aujourd'hui on va être dans une thématique particulière, puisque un peu comme ça par hasard, je suis tombé sur 3 récits qui mettent en scène des robots. Et alors, vous allez voir que là, il y a de tout. Et on va commencer avec Machine Man. Alors, Machine Man, évidemment. Alors là, moi, attention, là, on est vraiment sur les vintage, puisque du coup, là, moi, j'ai le récit complet Marvel de Machine Man, et je sais que Panini sort actuellement une nouvelle édition de Machine Man, chose qui n'avait plus été rééditée, me semble-t-il, depuis un bon moment. Qu'est-ce que c'est que ce Machine Man ? Alors, je pense que vous connaissez quand même qui est Machine Man, même si ça remonte à très très loin. Il me semble qu'il avait été publié dans les pages de Titan. Je voudrais pas dire de bêtises. Machine Man, c'est une création de Jack Kirby qui partait de 2000 ans Odyssée de l'espace, en fait. Voilà, il a fait, Jack Kirby, quelque chose autour du monolithe, etc. Et en fait, il a créé pour ça un personnage d'homme-machine, c'est-à-dire un robot avec une conscience, qui s'appelle donc Machine Man. Il a donc fait une série, il a été remplacé par Steve Ditko, me semble-t-il, à un moment où Ditko était quand même plus... était pas fait pour ça, voilà. Donc la série s'est finie un petit peu en eau de boudin. Je pense pas qu'on ait eu la fin en France. Et donc, Machine Man a un petit peu disparu des radars parce que c'était quand même une création, et puis des robots qui avaient une conscience commençaient à y en avoir de plus en plus. Et puis, un jour, dans les années 80, puisque nous sommes donc en 84 en VO et 86 en VF, voilà le retour de Machine Man par le biais donc du scénariste Tom DeFalco, qui était un grand scénariste de Marvel à l'époque, du dessinateur Herb Trimpe. Donc Herb Trimpe, ceux qui connaissent pas, c'est pareil, c'est un énorme dessinateur de Marvel qui a eu ses hauts et ses bas. Herb Trimpe, alors il a eu un run d'anthologie sur l'incroyable Hulk, il a fait du G.I. Joe, qui doit être derrière, là, voilà. Là, Herb Trimpe, il est là, avec Larry Hama. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Il a touché à tout, Herb Trimpe. Donc, du coup, c'est un grand dessinateur. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Herb Trimpe était ami avec un autre grand dessinateur, une légende des années 60, qui s'appelait Barry Windsor Smith. Alors, Barry Smith... vous le connaissez, puisque c'est lui qui a réalisé les premiers numéros de Conan. Il a fait les Avengers. Il a même créé ensuite une ligne de comics à lui. Et de fait, là, Barry Smith, il a eu un gros passage à vide où il n'a plus dessiné pour Marvel et pour tout ça. Je dirais en fin des années 70, début des années 80. Et il se trouve qu'il était ami avec Herb Trimpe et qu'à un moment... Herb Trimpe a demandé à Smith de revenir plus ou moins dans les comics. Enfin, Trimpe disait qu'il voulait revenir. Et sa manière de le faire revenir dans les comics, c'était de dire, écoute, Barry, tu vas m'ancrer. Donc, tu vas faire l'ancrage sur mes crayonnés. Puisque du coup, Herb Trimpe faisait plus des esquisses, on va dire, qu'un dessin hyper. Et il laissait donc à Smith le
le soin d'embellir avec l'ancrage et d'apposer son style sur les dessins. Donc sur cette mini-série, c'est vraiment cette mini-série qui signe le retour de Barry Smith dans les comics, après quelques années de disparition. Et voilà que, en fait, Barry Smith devient tellement présent sur l'ancrage que sur le dernier numéro, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'embrouille. Herb Trimpe a dit, écoute, vas-y, prends ma place. Et donc, c'est pour ça que vous avez ce Machine Man, alors qui ressemble vraiment, pour ceux qui connaissent, à des designs donc, de Barry Smith. Mais non, en fait, c'est sur des esquisses d'Herb Trimpe, qu'on reconnaît pas beaucoup, je dois vous l'avouer, sur les 3 premiers épisodes. Et puis le dernier est intégralement signé Barry Smith. En toute honnêteté, il n'y a aucune différence. Alors moi, j'ai la version, donc là, j'ai vraiment la version de 86. Waouh, je viens de réaliser, ça a 40 ans. Ça a 40 ans, ce truc-là. Voilà, bon, bah oui, on est vieux, on est vieux. Vous, rachetez si vous l'avez pas. Je ne sais pas si ça se trouve facilement, ce truc-là. Rachetez-le, n'hésitez pas. Pourquoi ? Parce que c'est plutôt très bon. Je l'ai relu pour l'occasion, et puis ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas relu. Ça reste un très très bon récit, une très très bonne mini-série. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors, nous sommes en 2020. Voilà, ce qui était le futur de l'univers Marvel, puisque c'était 40 ans après, quasiment. Et nous sommes donc dans une... un pays, enfin, un univers où tout le pays est contrôlé par des grandes sociétés. C'est pas une grosse nouveauté, c'était aussi vraiment, on va dire, un petit peu le gimmick de ces années-là, quand on partait dans le futur. Pensez à 2099, c'est largement antérieur, me semble-t-il, ce Machine Man. Et donc, vous avez donc le pays qui est gouverné par des trusts, par des grandes entreprises. Et vous avez toujours pareil, les gens d'en haut et puis les gens d'en bas, qui sont des pilleurs, des pilleurs qui récupèrent toute la technologie qu'ils peuvent avoir, qui sont poursuivis donc par une société qui s'appelle Banetronics. Alors, première remarque, ce comics-là fait appel quand même à des choses qui se sont passées dans la série Machine Man. Puisqu'on a les personnages de Sunset Bane, il y a son pote là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui le répare. Donc, il y a Jocasta aussi, le robot créé par Ultron. Mais c'est pas du tout gênant à la lecture, c'est-à-dire que c'est placé comme un antagoniste, et c'est quand même relativement bien développé, ce qui veut dire que clairement, vous pouvez lire cette série, même si vous connaissez rien à Machine Man, ça fonctionne. Donc vous avez ces espèces de pilleurs qui récupèrent toute la technologie qui est laissée de côté par les entreprises, et puis ils tombent sur une caisse bizarre, et dedans il y a quoi ? Et dedans, il y a... alors voici la présidente de Banetronics, Sunset Bane. Pour ceux qui connaissent, là, moi, je vois vraiment plus de Barry Smith que de Herb Trimpe. Donc là, on est vraiment... on sent que Herb Trimpe, il a fait vraiment que des crayonnés très légers, parce que ça sent quand même vachement le Barry Smith, quoi. Voilà. Donc Sunset Bane, qui était une méchante de la série Machine Man, qui est de retour. Et donc, ces pilleurs, ils tombent sur une boîte, et dedans, il y a qui ? Et dedans, il y a Machine Man. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le relookent un petit peu, ils le remettent en place. Et puis, voilà comment Machine Man va devenir leur allié et va les aider, donc, à contrer les machinations de Banetronics et de Sunset Bane, voilà. C'est une histoire très, très, très classique, mais vous voyez que c'est plutôt bien fichu. Les personnages sont plutôt sympathiques. C'est vraiment très plaisant à suivre. Je vous assure, c'est vraiment très, très, très plaisant à suivre. Il y a des bagarres, mais surtout, l'arme X, ça rappelle quand même grandement l'arme X, ce qui se passe ici. Donc il y a évidemment Sunset Bane va capturer l'une des pilleuses, donc Machine Man va aller la secourir, ils vont se retrouver face évidemment à des robots, et face aussi à un personnage, alors qu'on a revu pas mal depuis,
C'est le Iron Man 2020, hein, le Iron Man 2020 qui est le fils, enfin un descendant de Tony Stark, hein, Arno Stark du coup. Et pourquoi alors ce personnage il est intéressant? Parce que ça va devenir un ennemi donc de Machine Man. Et en fait l'idée hein, de Tom DeFalco c'était vraiment de commencer à créer tout un truc autour de cet univers 2020 qui n'a pas beaucoup pris. On a revu ça dans quelques annuals, me semble-t-il. Le personnage de Iron Man 2020 est revenu, mais forcément, après 2020, ça n'a plus vraiment de sens. Même si je pense qu'il a été réutilisé depuis, je suis plus trop, moi, ce genre de choses. Et donc, voilà, Giles Garvin, hein, c'est aussi un des personnages de la série Machine Man que vous allez retrouver dans la mini-série. Mais c'est pas gênant. Vraiment, même si vous savez pas qui il est, vous savez que c'est un ancien ami de Machine Man. Et moi, j'avais 10 ans à l'époque, hein, et j'ai compris. Hein. Donc, je pense que n'importe qui sera capable de comprendre l'histoire. Et donc, je vous dis pas comment ça finit, mais voilà. On a donc de très très bons dessins de Barry Windsor Smith à la fin. Parce que là, je vous montre les premières pages du dernier épisode. Vraiment, alors, je vous dis encore une fois, pas vraiment beaucoup de changements. Hein. C'est-à-dire que le dessin de Smith était déjà quasiment présent depuis le départ, parce que si vous regardez, si je vous remontre hein, la première page ici, pardon, la première page, une des premières pages du numéro 1 qui était soi-disant faite par Trimp et Smith, et puis la dernière, et puis une des pages qui sont exactement dessinées par Barry Smith, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. C'est peut-être un poil plus sombre, un poil plus détaillé. Là, Barry Smith, il en met un petit peu plus dans les détails. Donc, qu'est-ce que ça donne, ce Machine Man, là en grand format, parce qu'il me semble que Panini va le sortir dans un format plutôt... vous savez, les formats, les belles éditions. Franchement, ça vaut le coup. L'histoire, elle est tout à fait classique. Elle n'est pas si naïve que ça, alors... Ça révolutionnera rien. Ça remet le personnage sur le devant de la scène, hein, Machine Man. Personnage qu'on a revu après, me semble-t-il, dans les Avengers et puis dans Earth X aussi, hein, qui a été... voilà, où il était complètement changé. Je ne sais pas ce qu'il devient actuellement, Machine Man. Ça vaut surtout par la qualité des dessins de Barry Windsor Smith. Hein. C'est une évidence. Donc les fans de Barry Smith, allez-y, hein, parce que je pense que vraiment, ça n'a pas dû être publié, ça a republié depuis 86. Si vous avez l'occasion de vous le faire en grand format, allez-y. Hein. L'histoire est tout à fait bien, donc, ma foi, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous voulez acheter ce Machine Man. Moi, je vais lui donner... allez, 3 brocolis pour ce Machine Man, là, qui est, ma foi, fort sympathique, qui révolutionnera rien, mais qui marque quand même, c'est un comics important, parce que ça... c'est le comics du retour aux affaires de Barry Smith. La couverture, elle est géniale. Je sais pas s'ils vont la garder, celle-là. Panini, ils devraient, hein, parce que franchement, tout est dit là-dessus. Voilà. Très très bonne lecture. Allez-y. Ça révolutionne rien, mais c'est super sympa à lire. C'est un comics qui a 40 ans, plus de 40 ans. Et ça reste toujours très très sympathique à lire avec de très beaux dessins. Donc, Machine Man, 3 brocolis. J'aurais peut-être pu aller à 3,5, on va rester sur 3. Et donc, foncez. On continue avec un autre robot. Alors, c'est pas tout à fait un robot, cette fois-ci, c'est un cyborg. Alors là c'est pareil. Alors là, c'est de la VO. Hein. C'est un personnage que moi, je connaissais en France, alors... dans des vieilles publications à Reddit Artima en noir et blanc, et je suis sûr que ça va... Là, on est... Vous voyez, cette semaine, dans les critiques d'Oupienne, on est quand même sur du bon vintage de base, puisque je vais vous parler de Deathlock. Deathlock, cette espèce de robot humanoïde avant Robocop, hein, puisque c'est Luther Manning, c'est un soldat qui a été défiguré, etc., et à qui on a greffé des parties robotiques, lui aussi, pour être à la solde de société, etc. On lui truque sa mémoire
pour en faire un petit peu le soldat parfait. Alors Deathlock, c'est assez rigolo parce que c'est une création véritable de Rich Buckler, donc qui est un dessinateur très connu hein, à l'époque, dans les années 70, hein, puisqu'il s'est... Alors, il y a eu des trucs comme quoi il plagiait pas mal Kirby, tout ça, bon, moi j'ai toujours bien aimé son dessin. Il est connu pourquoi bah, il a quasiment touché à toutes les séries Marvel lui aussi. Mais c'est lui qui avait fait la mort de Jean DeWolf, par exemple sur Spider-Man avec Peter David. Je me rappelle de lui sur des épisodes des Avengers, sur Thor aussi. Bah, il a vraiment touché à tout, Rich Buckler. Et là, il signe scénario et dessin. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres noms, hein, Doug Munch, Bill Mantlo, J.M. DeMatteis, je vous expliquerai après. Alors, on est vraiment là, dans les années 70 à fond la caisse, hein, puisque c'est sorti quand, cette histoire Ils ont été publiés quand 74, waouh, 74, 10 ans avant celui-là. C'est-à-dire que là, on a 50 ans dans la vue. Hein. Et donc, ce Deathlock, c'est le bébé de Rich Buckler. Hein. On sent vraiment une influence très Steranko et ce qu'il avait pu faire sur Nick Fury. Donc, Rich Buckler nous sort une histoire où son cyborg est à la solde d'une entreprise et puis il commence à avoir une conscience. Il commence à avoir une conscience et lui aussi, il va essayer de se débarrasser de sa programmation de base. On va lui envoyer toutes sortes de menaces. Alors il y a le Major Riker qui va être son ennemi juré pendant les premiers épisodes. Et vous voyez que le dessin est pas mal, hein. Pour du dessin des années 70, même avec la colo, puisque moi je me rappelais de certains dessins en noir et blanc, c'est quand même plutôt pas mal, Rich Buckler. Moi je vous dis, hein, je sens vraiment des influences, alors soit des influences très Kirby, soit des influences très Steranko, quoi. Moi je trouve que par exemple, j'essaye de vous retrouver hein, des exemples, mais c'est pas toujours évident. Ouais, il y a un peu de Neil Adams aussi. On sent vraiment qu'il est dans ces trucs-là, hein, Rich Buckler. Voilà, pour moi, ça, c'est très Steranko, ça. Ce genre de mise en page, de pagination. Le dessin est bon, hein. Le dessin est vraiment très bon. C'est assez sombre. Bah, faut dire qu'à un moment, ça commence à être ancré par Klaus Janson. Bah, forcément, forcément, c'est pas la même. Alors, par contre, il y a un problème, c'est l'histoire. Rich Buckler, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais alors, c'est totalement incompréhensible. C'est l'enfer à lire. Il y a des allers-retours dans le passé, dans le présent, il y a des scènes qui s'enchaînent sans vraiment une continuité et sans rien pour les démarquer. On sent que c'est le bazar hein, dans la tête du scénariste. Et du coup, vous voyez ça, voilà. Là, on est sur un truc très Kirby, par contre. En termes de position des personnages, là, ici, là. C'est très Kirby. On sent plusieurs mélanges d'influences, hein, de dessins. Et alors, ça, c'est compliqué à lire. C'est ardu. On sent... Des fois, il reprend les 3-4 premières pages, il reprend dans les 3-4 premières pages de son épisode d'après, les 3-4 anciennes de ce qui s'est passé avant, mais pas dans la même continuité. Vraiment, c'est pénible à lire, c'est verbeux au possible. Il y a des planches de dialogue, regardez un peu ça, là. C'est vraiment très très ardu, c'est pas très bien fait. Je dois vous avouer que scénaristiquement, c'est pas bon. Même si au niveau dessin, c'est chouette. En fait, ce qui le sauve là, et ce qui fait de Deathlock un personnage qu'on va revoir très très souvent, hein, c'est en fait le design. Hein. Parce que le design, il est vraiment extraordinaire. Le design, il est vraiment extraordinaire.
Et du coup, alors on est là aussi dans un futur apocalyptique, sauf qu'en fait, ce monde-là, il est absolument pas décrit. Donc, globalement, c'est Deathlock qui veut se débarrasser de l'influence du colonel Riker, et on lui envoie des méchants, et puis on capture un de ses potes, et puis il y va, et puis il retourne. Mais tout ça, c'est pas dans la chronologie. Il y a une dame aussi qui se fait capturer. Il y a des scientifiques. Son but, c'est d'essayer de redevenir humain. Les mises en page sont hyper compliquées. C'est dur à lire. C'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer à lire. Vraiment, c'est prise de tête au possible pour un truc qui raconte pas grand-chose parce que rien n'est développé. Et du coup, s'il y a rien qui est développé, on a du mal à s'intéresser aux personnages. Même si, encore une fois, le design de Deathlock, il est extraordinaire, et que c'est super bien dessiné. Mais, ça fait pas tout. Et à un moment, alors il fait appel à d'autres scénaristes pour l'aider, notamment sur les dialogues. Ouais, là, c'est très Kirby, là. Là, vraiment, on est sur des pages qui ressemblent à du Kirby. Et puis, alors que si vous regardez la couverture, pour moi, la couverture, elle me fait penser à la couverture qui est là, hein, ici. La couverture fait penser à du Steranko, le dessin à du Kirby. Et ça va osciller, et ça oscille autant que le scénariste. Vous avez un personnage à la noix qui débarque à un moment, je sais plus comment il s'appelle. Euh, Comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. C'est un espèce de gars hyper puissant, avec là, une barbe, blond, etc. Il sort de on ne sait où. Il va projeter Deathlock dans le futur. Et on comprend pas ce qui se passe. Vraiment, on comprend pas ce qui se passe. C'est vraiment très compliqué. Il y a des sosies, de sosies, de sosies. À un moment, il est renvoyé dans notre univers. Il y a le Demon Slayer qui arrive. Demon Slayer, il me semble que c'était aussi une création de Buckler. Je voudrais pas dire de bêtises. Donc, du coup, il va rencontrer les gens de chez Marvel. Et c'est vraiment super compliqué. On comprend pas trop. Bon, là, c'est des aventures qui sont pas terribles. Les dessins, là, ils sont signés Ron Wilson. Moi, j'aime bien Ron Wilson, mais vous voyez, c'est pas fameux. Deathlock, truc très... À un moment, il rencontre l'homme impossible. Ça marche pas. Donc là, ces épisodes-là, ils sont pas bons. Et puis arrive... Alors là, les fans qui lisent Special Strange vont reconnaître tout de suite. Le projet Pegasus. Puisqu'on réutilise ce personnage-là dans le projet Pegasus. Et ça va être toute une... Alors là, c'est du dessin de John Byrne. Hein. Là, Rich Blocker, il est plus du tout là. Donc là, c'est du John Byrne. Avec Khazar. Khazar du projet Pegasus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Deathlock dans le futur. Il y a un Deathlock humain. C'est l'enfer. Et le personnage est laissé comme ça. Je sais pas ce qu'il arrive à Rich Buckler. Je sais pas ce qu'il fait. Il gère plus son perso. La série s'arrête. En plein suspense. Et comme ça arrivait souvent à l'époque, il faudra attendre un petit peu plus tard. Il faudra attendre quoi? Il faudra attendre 10 ans de plus, 83, pour que le problème soit réglé dans les pages de Captain America par J.M. DeMatteis et puis Mike Zeck. Hein, ce sont les épisodes de Captain America. Avec donc cette fois-ci, je vous l'ai dit, un Luther Manning, c'est-à-dire un Deathlock humain, mais qui est un clone qui avait été fait par... Je comprends rien. Compliqué. Donc là, que nous fait... Ah, Godwolf, il s'appelle, ce personnage à moitié nu. Bon, au début, on dirait une mauvaise version de Franklin Richards. Non, c'est Godwolf qui s'appelle. Et donc, vous savez, souvent ça arrive. Je pense qu'on a vu la même chose pour Omega the Unknown, ou la fin de la série. Tiens, alors ça, c'était la nouvelle version d'ailleurs. Je vous l'ai mis là. Génial ce bouquin-là. Si vous voulez le lire, allez-y, foncez.
GM Mathéis, il reprend l'histoire, il calque Captain America dessus. En gros, ce qu'on lui a demandé, c'est de finir l'histoire de Deathlock. Alors, Deathlock dessiné par Mike Zeck, c'est toujours une très bonne chose. Hein. Et il va finir à la truelle, il va tout expliquer, donc ça devient très 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 verbeux. Il va en même temps introduire des personnages, il va emmener Captain America dans le futur. Et il va finalement régler le problème de Deathlock, qui va pouvoir continuer. Donc là, c'est vraiment, j'ai l'impression, des numéros de commande qui vont... on a demandé à Dematteis, hey, tu veux pas nous faire la fin de Deathlock, parce que c'est un personnage qu'on pourrait utiliser. Fais-nous la fin, apparemment les gens l'ont aimé. Donc voilà, il est réapparu un petit peu ensuite dans un épisode dessiné par Michael Golden. Voilà. Bon, là aussi, hein, c'est toujours très sympa de voir... Mais le design est cool, de Deathlock. Donc moi, j'ai ce gros TPB là, qui reprend tout ce qui a été fait par Rich Buckler. J'en ai un deuxième avec Dwayne McDuffie et Dennis Cowan. Je vais peut-être le lire, parce que là, à mon avis, il y aura un petit peu plus de liens. En soi, les dessins sont bons, c'est vraiment les débuts du perso, mais vraiment l'écriture est catastrophique. Enfin, catastrophique, c'est pas que c'est catastrophique. On sent que le gars, il a voulu monter en grade et faire un truc vraiment, vraiment lourd sur son Deathlock, et qu'il n'y est pas arrivé parce que un bon dessinateur n'est pas forcément un bon scénariste. Il s'est emberlificoté dans plein de choses, et c'est vraiment pénible à lire. Même si le design du perso est bon, même si c'est super bien dessiné, je vous avoue que l'histoire, waouh, voilà. J'aurais bien mis 3,5 pour les dessins. Le scénario, il vaut 1,5. Allez, on va mettre 2,5 pour ce Deathlock, parce que j'étais déçu, parce que par rapport à mes souvenirs, c'était vachement mieux. Peut-être qu'ils auraient dû le laisser en noir et blanc, mais vraiment, l'histoire se suit pas bien. Donc 2,5 pour ce Deathlock The Demolisher, qui est un vieux TPB. Celui-là, je suis pas sûr que vous le trouviez. En tout cas, c'est bien dessiné. Allez, on termine la thématique robot avec... Alors, attention. Ça aussi, quelque chose qui est sorti il y a 2 ans, 2-3 ans. C'est le Big Guy and Rusty the Boy Robot par Frank Miller, Geoff Darrow et Dave Stewart. Alors, moi, je l'ai acheté parce que Miller et Darrow, ils avaient fait un truc qui s'appelait Hardboiled, me semble-t-il. Je sais plus si c'était le nom. C'était Hardboiled, ouais, avec un inspecteur des impôts robot. C'était génial. Et donc, je me suis dit, tiens, Frank Miller, qui va un petit peu sur le truc des mangas dessinés par Geoff Darrow, on peut pas se planter. Ouais, alors, ça raconte quoi? Ça raconte quoi? Ça raconte... c'est quoi? C'est Tokyo, qui se fait envahir par un espèce de gros kaiju. Voilà. Et on envoie Rusty, Rusty the Boy Robot, qui est une version d'Astro, le petit robot, pour combattre. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il n'est pas assez fort, Rusty. Et du coup, on va aller chercher donc Big Guy, qui est le gros robot américain, et qui va donc affronter le fameux kaiju, qui va en plus de ça transformer les gens en dinosaures, enfin en monstres. C'est du petit Miller. Franchement, j'ai largement préféré Hardboiled. Parce que là, alors, il se passe un truc, c'est que Big Guy, le robot, et Rusty, en fait, ils se battent jamais ensemble. C'est-à-dire que Rusty se fait défoncer dans le premier épisode, et dans le deuxième, c'est Big Guy qui détruit le kaiju tout seul. Alors, franchement, l'histoire, elle est pas terrible. C'est du petit Miller. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement servir la soupe à Geoff Darrow pour qu'il se fasse plaisir sur des pages de monstres qui sont dans les villes. Et je dois vous avouer que même là... Alors, attention, c'est du Geoff Darrow, donc c'est très très bon. Mais... c'est pas son meilleur. Voilà, j'assume. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, Geoff Darrow là-dessus, même s'il y a plein de détails, même s'il y a plein de choses. Mais moi, j'ai largement préféré Hardboiled, qui était beaucoup plus percutant, je trouve, en termes de dessin. Donc,
Bah ouais, pas convaincu du tout par ce Big Guy and Rusty de Big Robot, qui est publié chez qui? C'est chez Futuropolis, ça? Ouais, c'est chez Futuropolis. Alors le grand format, forcément, ça marche bien, mais bon, c'est quand même une BD mineure. C'est quand même une BD mineure, celle-là des deux auteurs qui ont nettement fait mieux. Et d'ailleurs, on le voit, hein, parce qu'après, vous avez un tout petit épisode, je crois, fait que par Darrow, et je trouve son dessin vachement meilleur. Un petit épisode qui sert pas à grand-chose, mais je trouve que son dessin est nettement meilleur. Moi, j'aime beaucoup hein, Geoff Darrow. C'est pour ça que j'ai pas de mal à dire que là, je l'ai pas trouvé très percutant sur ces épisodes-là. Attention, hein, c'est très très bon, mais c'est pas le meilleur Geoff Darrow que j'ai pu voir, donc je préfère largement Hardboiled. Qu'est-ce que j'y mets à ce Big Guy and Rusty de Boy Robot? Ben moi je vais lui mettre 2. Ouais, allez-y, hein, lâchez-vous dans les commentaires. Parce qu'en dehors du dessin, ça raconte pas grand-chose. Parce que je préfère d'autres œuvres de ces artistes-là que j'aime beaucoup. Hein. Je peux même défendre encore Frank Miller aujourd'hui. Mais là, ça m'est passé à côté, donc ça reste extraordinairement bien dessiné, mais c'est pas le meilleur des deux. Lisez Shaolin Cowboy hein, de Geoff Darrow si vous voulez, ou Hardboiled que je trouve nettement plus percutant. Donc déception, hein, déception pour ce Big Guy. Moi je me faisais un plaisir de le lire, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Je l'avais pas lu, je me suis fait un plaisir et puis bah, en fait j'ai été déçu. Donc je vais mettre 2 brocolis pour ce Big Guy and Rusty de Boy Robot, surtout parce que je les ai pas vus combattre ensemble et j'ai pas aimé ça. Voilà, c'est du petit Miller, c'est du petit Darrow. Ce qui veut dire que c'est déjà au-dessus de la moitié de la production, mais bah, je suis déçu. Donc 2 brocolis pour ce Big Guy and Rusty de Boy Robot. Eh ben écoutez, c'est tout. C'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout si vous nous avez suivis. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à réagir, à liker, à partager autour de vous. Franchement, là on essaye, vous voyez, dans les critiques d'Oupienne, de vous faire aussi des choses qui dénotent, parce que je suis pas sûr que vous ayez des critiques de Deathlock ou de Machine Man Vintage, voilà. Hein, je sais pas combien il y a de gens qui ont ce TPB-là. Hein, c'est peut-être sorti en France. Non, je pense pas qu'il y ait eu d'intégrale Deathlock. On essaye de vous faire vraiment tout un panel. Vous allez voir que j'ai encore d'autres surprises pour les semaines qui suivent, avec un petit peu de tout. Donc forcément des trucs qui se regardent peut-être un petit peu moins que des Batman ou des choses comme ça. C'est pas grave, moi je continue à vous proposer ce que j'ai envie, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que je lis, voilà. Donc commentez, partagez, n'hésitez pas à liker, c'est important, ça nous met un petit peu en avant sur les algorithmes de YouTube qui changent tout le temps, et ça fait toujours plaisir de vous répondre. Merci encore à tous ceux qui sont là chaque semaine et qui se fendent d'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je vous assure, vraiment ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas, encore une fois, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, hein, ça aussi, c'est toujours sympa. Donc voilà, merci encore. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, à 18h tapante, puisqu'on va continuer les critiques d'Oupienne pendant les vacances d'été. Hein, je vous l'annonce d'ores et déjà, je suis en train d'essayer de préparer un peu des émissions à l'avance, histoire pouvoir être tranquille, et de vous proposer toujours autant de choses différentes. Donc merci à vous. Et puis, à la semaine prochaine, mardi 18h, pour des nouvelles critiques d'Oupienne. À plus!